Cette vidéo est l'introduction et la présentation de la formation Madérothérapie. Vous retrouverez la formation complète de madérothérapie sur cette chaîne YouTube dans la playlist Madérothérapie. Alors, comment utiliser cette formation? Vous allez voir que dans la formation, il y a plusieurs modules. Ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder une première fois l'ensemble de tous les modules. Quitte à accélérer un petit peu, s'il y a des choses où, bon, ok, c'est clair, vous le regardez en accéléré, vous allez un petit peu plus loin, mais prenez vraiment connaissance de la formation dans son ensemble. N'essayez pas de pratiquer en ayant vu, par exemple, quand vous arrivez, vous allez regarder le début de la formation, vous arrivez au niveau du traitement de l'arrière de la cuisse, par exemple, vous dites, tiens, je vais essayer de traiter l'arrière de la cuisse avec une copine. Non, faites ça sérieusement. L'idée, c'est d'apprendre pas à pas. Apprendre pas à pas, ça veut dire que vous regardez le premier geste, vous écoutez bien les conseils qui sont donnés pour le réaliser, et vous vous exercez. Alors vous pouvez vous exercer au début sans avoir une personne sous la main. Ça peut être intéressant aussi de regarder la formation, faire le geste à vide, et ainsi de suite. Je vais vous expliquer après. Si vous avez prévu d'avoir quelqu'un à votre disposition pour vous servir de receveur, de modèle, vous vous exercez sur la personne. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Vous regardez un premier geste, vous le pratiquez. Vous regardez le deuxième geste, vous pratiquez le premier geste que vous avez vu et le deuxième geste. Vous revenez à la formation, vous visionnez l'explication du troisième geste et vous repartez pratiquer en enchaînant le premier geste, le deuxième geste, le troisième geste. C'est vraiment la meilleure manière d'apprendre. D'une part, pour être sûr de bien intégrer toutes les consignes qui sont données pour chaque geste, et en plus, pour vous permettre de mémoriser l'enchaînement de la technique. Et au moment où vous n'êtes plus sûr de bien faire, ou alors où si vous vous souvenez plus de l'enchaînement, eh bien vous revenez à la vidéo. Et c'est vraiment le fait de répéter et revisionner qui va vous faire intégrer le protocole. Et c'est vraiment là l'avantage d'une formation en ligne, parce que lorsque vous faites une formation en présentiel, ça se passe de la même manière, sauf que c'est pas une vidéo. On montre le geste, on pratique, on montre le geste suivant, on pratique les deux à la suite. On fait ça toute la journée, mais une formation, elle peut pas durer 15 jours. Donc, à l'issue de la formation, certes, on a fait l'enchaînement, mais en fait, on n'a aucune expérience de la pratique. Il n'y a pas ce fait de faire et de faire à nouveau et de repratiquer. Donc, le faire à son rythme avec une formation en ligne, c'est vraiment une manière d'apprendre qui va faire de vous un professionnel compétent et qui sait ce qu'il fait. Le protocole écrit au format PDF est également là pour vous servir de support. Une fois que vous en êtes à avoir vu par exemple 7 ou 8 gestes et que vous pratiquez, vous pouvez avoir un trou de mémoire. Donc dans ce cas-là, c'est peut-être pas nécessaire de regarder à nouveau la vidéo si vous avez exactement ce qu'il faut faire techniquement. Vous regardez votre protocole écrit pour vous souvenir, ah oui, tiens, là c'est tel geste, ok, et vous enchaînez. D'accord? Le protocole écrit va aussi vous servir à réviser. Donc là, pour le coup, vous n'avez pas besoin d'un modèle ou de regarder la vidéo. Vous prenez votre protocole écrit et vous, avec vos mains, vous masquez et vous essayez de le réciter en fait. Premier geste, hop, on vérifie si c'est ça. Deuxième geste, là, on vérifie si c'est ça. Et voilà. Et comme ça, vous vérifiez si déjà, théoriquement, vous avez le déroulé du protocole dans votre tête. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Donc, voyons tout d'abord, qu'est-ce que la cellulite?
Donc la cellulite, elle désigne les excès de graisse superficielle cloisonnée. Comme on va le voir, je vais expliquer ces histoires de cloison, qui sont responsables de l'aspect peau d'orange à la surface de la peau. La cellulite, vous le savez, est souvent localisée au niveau des cuisses et des fesses, mais pas que, les clientes qui en ont beaucoup en ont souvent au niveau des mollets, au niveau du ventre, au niveau des bras, et elle touche 90% des femmes, quel que soit l'âge, la taille ou le poids. Il faut savoir qu'il existe 3 stades de cellulite. C'est une classification médicale qui a décrit ces différents stades de cellulite en fonction de l'apparence de la peau sur les zones touchées. Donc le premier stade, c'est un aspect peau d'orange qui apparaît uniquement au pincement de la peau. C'est-à-dire lorsqu'on vient compresser, attraper une sorte de petit bourrelet, c'est là que l'on voit l'aspect peau d'orange. Le deuxième stade de cellulite, c'est quand la peau d'orange est spontanément visible en position debout. Et le troisième stade, c'est quand la peau d'orange est visible en position debout comme en position couchée. Donc on est là généralement sur une cellulite installée depuis un petit moment. Quelles sont les causes de la cellulite? Il y a 4 facteurs principaux qui contribuent à l'apparition de la cellulite. Premièrement, l'excès de graisse. Nous allons chacun les voir un par un. Donc, premièrement, l'excès de graisse. Deuxièmement, l'épaississement de ces fameuses cloisons fibreuses qui entourent les cellules graisseuses. Troisièmement, la rétention d'eau. Et quatrièmement, le relâchement cutané. L'excès de graisse contenu dans les cellules graisseuses. Alors, la cellulite, elle est d'abord causée par des excès de la graisse superficielle, c'est-à-dire la graisse contenue dans les couches de la peau. Très basiquement, si votre alimentation est équilibrée, mais trop riche en gras, ou si les calories ingérées sont supérieures aux calories dépensées, eh bien, votre corps va stocker l'excès sous forme de graisse dans les tissus de la peau, qu'on appelle les cellules adipeuses. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette photo, sur une peau normale, sans cellulite, les cloisons des tissus entourant les groupes de cellules adipeuses sont souples et mobiles. Dans le cas de la cellulite, ces cloisons sont devenues très verticales et en tension. Et c'est cette tension qui vient tirer sur la surface de la peau et qui lui donne cet aspect irrégulier de peau d'orange. L'épaississement du tissu qui entoure les cellules graisseuses. Donc, les cellules graisseuses, elles sont entourées chacune d'un tissu de collagène qui est normalement fin. Dans le cas de la cellulite, ce tissu devient plus rigide. Donc, la peau perd son élasticité, ce qui lui donne un aspect plus dur. Et donc, elle devient difficile à pincer dans les zones où est localisée la cellulite. La rétention d'eau. Les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques sont chargés de récupérer l'eau de l'espace extracellulaire, donc tout l'espace en dehors des cellules, pour la récupérer, cette eau, et la remettre dans la circulation sanguine. En cas de mauvais fonctionnement de ces vaisseaux, l'eau reste entre les cellules et la circulation sanguine et lymphatique diminue. Les déchets sont moins bien filtrés et s'attaquent aux tissus qui soutiennent la peau. Et donc, l'excès de graisse comprime davantage les vaisseaux. On a donc un cercle vicieux de rétention d'eau, d'excès de graisse et de détérioration des tissus qui s'installe et qui favorise la formation de la cellulite. Le relâchement cutané. Avec l'âge, le relâchement de la peau entraîne une diminution de son épaisseur et rend donc plus visible l'aspect irrégulier des cellules graisseuses. En fait, il faut imaginer un peu, il y a une comparaison que l'on peut faire avec une grappe de raisin. On imagine que chaque grain de la grappe est une cellule graisseuse. Quand on est jeune, la peau, qui est assez épaisse, c'est comme une couverture que l'on mettrait sur une grappe de raisin, une couverture épaisse. Si on met une couverture épaisse, on ne verra pas, on ne distinguera pas les grains. On ne sait même pas ce qu'il y a dessous. Lorsque on a quelque chose de plus fin, si par exemple vous posez sur une grappe de raisin un tissu en lin, donc très fin, il va vraiment épouser la forme de chaque grain de raisin. C'est un peu la même chose qu'une peau plus vieille.
elle est plus fine, donc elle épouse beaucoup plus la forme de ce qu'il y a dessous. Et quand ce sont des cellules graisseuses bien gonflées, eh bien, ça se voit. Alors, dans votre pratique de la madérothérapie, il va falloir être très clair avec vos clients, vos clientes plus exactement, sur tous les moyens à mettre en œuvre pour arriver à lutter contre la cellulite efficacement. La madérothérapie ne va pas tout faire. Et ça, c'est très important de le dire à vos clientes. D'une part, parce que c'est votre devoir en tant que professionnel, et d'autre part, parce que le fait d'être dans une démarche de faire une cure de madérothérapie, qui a quand même un certain coût financier et un investissement en temps, puisqu'il faut venir régulièrement toutes les semaines, ben ça va souvent inciter vos clientes à faire des efforts sur le reste. Quand je dis le reste, évidemment, ça va être l'alimentation, l'activité sportive. Mais tout ça, il faut le leur expliquer et il faut les conseiller là-dessus. Donc tout d'abord, vous leur dites qu'il faut impérativement un régime alimentaire le plus équilibré possible. Donc pour lutter contre la cellulite, on conseille de limiter les apports en graisses saturées et les sucres raffinés. Tout ça, c'est mal éliminé par l'organisme et donc facilement stocké. On conseille également de limiter les apports en lipides pour éviter d'augmenter, comme on le disait tout à l'heure, l'augmentation du tissu graisseux. Ensuite, on conseille une pratique sportive, ou du moins physique, régulière. C'est super important. Les pratiques de sport dit cardio facilitent vraiment la perte de graisse. Vous pouvez leur conseiller de privilégier les sports qui font travailler le bas du corps, qui tonifient les fesses et les cuisses et qui ont un effet drainant. Par exemple, le fitness, le running, la natation, l'aquabike, le vélo elliptique, la corde à sauter. Tout ça, ce sont des activités qui sont vraiment très bien pour brûler du gras et donc lutter contre la cellulite. Vous pouvez ensuite conseiller à vos clientes d'utiliser des crèmes anti-cellulite. C'est toujours pareil, c'est pas de la magie, mais ça aide beaucoup. Et associé à de la madérothérapie ou à du massage minceur, comme du palpé roulé ou du drainage, ces crèmes amincissantes et drainantes permettent de limiter le stockage des graisses et la rétention d'eau. Ça aide aussi à lutter contre le relâchement cutané et on a un aspect de la peau qui s'améliore, une peau qui est plus lisse, plus souple et qui apparaîtra plus tonique. Donc ces crèmes, elles peuvent être achetées dans le commerce, mais on peut aussi fabriquer ces crèmes soi-même. Et vous trouverez d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne YouTube où je fais un petit atelier qui permet de fabriquer soi-même sa propre crème anti-cellulite. Et ensuite, bien sûr, on va avoir la pratique de massage comme le drainage lymphatique, le palpé roulé manuel ou la madérothérapie. Ces trois techniques permettent d'améliorer la circulation lymphatique et de lutter contre la rétention d'eau. Et on a en plus l'effet mécanique où on vient casser les cellules graisseuses. Mais la madérothérapie présente vraiment l'avantage de combiner ces effets, l'effet drainant du drainage lymphatique et l'effet mécanique sur la peau qui vise à l'assouplir. Alors pourquoi c'est si important d'agir sur le système lymphatique? Donc ça, je vous en parle dans la partie suivante, dans laquelle je vous présente un peu le système lymphatique. Sur cette image représentant un agrandissement de l'hypoderme, qui est la couche la plus profonde de la peau sous le derme et l'épiderme, on voit un réseau de petits vaisseaux sanguins, les vénules. Et ici, un réseau de capillaires sanguins qui les relie. À l'intérieur, c'est du sang qui circule. Le sang contient des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes et du plasma. À l'extérieur des vaisseaux sanguins, ici, nous avons des masses de cellules. Ici, ce sont des cellules de la peau, mais on retrouve la même chose dans tous les organes.
Et cela peut être des cellules musculaires, des cellules graisseuses, etc. Les petits vaisseaux, en vert ici, sont les vaisseaux lymphatiques. Quand le sang arrive dans les capillaires sanguins, c'est là que les échanges vont se faire. Le sang qui arrive, il est riche en plusieurs substances. Oxygène, nutriments, hormones, de façon très concentrée. Ces substances sont destinées à aller dans les cellules, donc sortir des capillaires. Ce qui peut sortir des capillaires sanguins, grâce à des petits interstices, c'est le plasma, qui transporte toutes les substances, et les globules blancs. Lorsque le plasma est sorti des capillaires sanguins, on l'appelle liquide interstitiel. Ce liquide va circuler entre les cellules et les cellules vont pouvoir absorber les substances dont elles ont besoin. Par exemple, l'oxygène, très concentré dans le plasma et peu concentré dans les cellules, va migrer vers la cellule. Les cellules, en effectuant leur travail, vont générer des déchets. Ces déchets vont sortir des cellules pour aller dans le liquide interstitiel par le même effet de différence de concentration. Ce liquide interstitiel, chargé de déchets, va retourner pour une grande partie dans le sang, mais pour une autre partie dans les vaisseaux lymphatiques. À ce moment-là, on l'appelle lymphe. Voyons maintenant la disposition du réseau lymphatique. La lymphe doit remonter le long du corps pour aller ici jusqu'au dernier vaisseau lymphatique qui se situe au niveau susclaviculaire pour rejoindre les veines sous-clavières. À droite, le conduit lymphatique droit draine la lymphe issue du côté droit du thorax, du bras droit et du côté droit de la tête et le déverse dans la veine sous-clavière droite. À gauche, le conduit lymphatique gauche draine la lymphe provenant de tout le reste de l'organisme. Ça représente quand même les 3/4 de la lymphe. Donc ce conduit naît dans la citerne de Pecquet, qui recueille la lymphe provenant des membres inférieurs et du système digestif et qui se déverse dans la veine sous-clavière gauche, comme nous l'avons vu. Ce sont les contractions musculaires qui permettent à la lymphe de circuler, ainsi que les mouvements du corps, tout comme la marche et toute activité physique. Ensuite, vous pouvez remarquer ici la présence de petites boules le long des vaisseaux lymphatiques. Elles sont plus concentrées au niveau des aisselles et de l'aine, ainsi que dans le cou. Ce sont les ganglions lymphatiques. En voici un en gros plan. Plusieurs vaisseaux lymphatiques viennent se connecter à un ganglion. Alors au niveau des recommandations, une séance de madérothérapie dure généralement 1h15. Je vous le dis tout de suite, c'est impossible de travailler l'ensemble des zones que l'on peut traiter sur une durée d'1h15. On serait tout simplement pas efficace sur l'ensemble de ces zones. Donc en 1h15, on va pouvoir traiter, par exemple, soit uniquement les cuisses sur les 4 zones, c'est-à-dire la face antérieure, la face intérieure, l'extérieure et la face postérieure, ou si la cliente a de la cellulite au niveau du ventre, on va pouvoir faire le ventre qui se fait toujours en 3 zones, le dessus du ventre, les flancs, que l'on traite, comme on le voit dans la formation, la cliente se tourne, on traite un côté, elle se tourne de nouveau, on traite l'autre, donc le ventre, obligatoire de faire ces 3 zones. Donc on peut faire sur une séance le ventre et les cuisses sur 2 zones par exemple, là où il y en a le plus besoin, par exemple intérieur et arrière des cuisses. Ou alors sur 1h15, on va pouvoir faire les cuisses sur 2 zones et les mollets et les bras. Mais on ne fera jamais l'intégralité de toutes ces zones. C'est vraiment à vous d'adapter la séance en fonction des souhaits de la cliente et surtout de votre propre estimation des zones comportant le plus de cellulite et là où on va être les plus efficaces. Les clientes, elles vont préférer que vous leur disiez « Écoutez,
On va faire vraiment que les cuisses, on va mettre le paquet sur les cuisses parce que je suis pas sûre qu'au niveau du ventre, on va pouvoir gagner beaucoup. Donc on met le paquet au niveau des cuisses pour avoir des résultats. Et c'est ça qu'elles veulent, des résultats. Et là, vous passez pour quelqu'un de compétent et de professionnel. Bien sûr, si la cliente souhaite travailler davantage de zones, eh bien, on allonge la séance sur 1 heure et demie, 1 heure 3 quarts. Après, vous allez voir que la madérothérapie, c'est quelque chose de très physique. Donc déjà, au bout d'1 heure et quart, vous êtes quand même bien fatigué, bien rincé. Donc on peut aussi faire des séances plus rapprochées où on traite à chaque fois des zones différentes. Alors, au niveau des contre-indications à la madérothérapie, il y en a 4 et ce sont vraiment, enfin, dans ces cas-là, on ne pratique pas, on refuse le rendez-vous. Donc, ces 4 contre-indications, ça va être les femmes enceintes. On déconseille vraiment la madérothérapie pour les femmes enceintes. En fait, c'est plus un principe de précaution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de danger, mais il ne s'agirait pas de vous retrouver dans une situation où il y a une fausse couche ou un problème à l'accouchement, et la dame revient vous voir et vous dit oui, c'est de votre faute, c'est à cause de la séance de madérothérapie que vous m'avez faite. Ouais, donc ça, on évite, hein, pour se prémunir de tout problème, on ne fait pas. Ensuite, comme contre-indication, on va avoir les personnes atteintes de cancer. Donc là, c'est pareil, c'est niet. Pourquoi? Tout simplement parce que dès qu'on stimule le système lymphatique, et le système lymphatique, on le stimule dès que l'on fait un simple massage, hein, dès qu'il y a un contact avec la peau, on stimule le système lymphatique. Et c'est dans le système lymphatique que l'on va aussi stimuler le développement des cellules. Donc s'il y a des cellules cancéreuses, on va peut-être éviter de les faire se développer. Donc cancer, on ne fait pas. Également en cas de varices importantes, pas de séance de madérothérapie. Et évidemment, si la personne est allergique au bois, on ne fait pas non plus de madérothérapie. Parlons maintenant des différentes réactions possibles après une séance de madérothérapie. C'est important aussi d'avertir vos clientes sur ce qu'il va pouvoir se passer. Informez la cliente que l'apparition de rougeur sur les zones traitées est normale. Hein, on l'a dans 90% des cas. C'est des zones qu'on travaille beaucoup, il y a un échauffement qui se crée et donc des rougeurs. Plus rarement, on a des petits hématomes qui peuvent apparaître chez les personnes qui ont une peau qui marque facilement. C'est pas une obligation, c'est pas parce que les hématomes n'apparaissent pas que la séance n'a pas marché, hein, parce que vous avez des clientes un peu en mode maso qui vont se dire oui, plus ça fait mal et plus il y a de bleu, plus c'est efficace. Pas du tout. Lorsque la circulation lymphatique est vraiment bloquée, vous avez aussi des clientes où le fait de refaire circuler les liquides va entraîner des sensations un peu désagréables dans les jambes. Hein, ça peut être des petits fourmillements ou des petites douleurs qui ressemblent à de la fatigue musculaire. Ça peut arriver aussi. En cas de doute ou de réaction anormale, vous n'hésitez pas 2 secondes à envoyer votre cliente vers un médecin. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.